Il est 17h, vous avez une longue et difficile journée, vous êtes en train de rentrer chez vous quand soudain, une odeur de croissant chaud passe entre vos narines. Peut-être que c'est une idée soudaine du type « et si je passais au supermarché 5 minutes pour me prendre un petit paquet de gâteaux ?» Mais ça pourrait être aussi quelque chose du genre « tiens, et si j'allais m'acheter un bon dessert pour ce soir ?» Et puis comme ça, j'en profiterai aussi pour me prendre une tablette de chocolat qui me durera toute la semaine. Et peut-être que dans un de ces exemples-là, l'appel du sucre est trop fort à ce moment-là. Et malheureusement, malgré vos bonnes résolutions du début de semaine, là, vous craquez. Et si ces envies de sucre soudaines et ces craquages n'étaient en fait pas un manque de volonté de votre part, mais un ensemble de mécanismes biologiques et psychologiques que nous subissons tous et toutes. Et en effet, aujourd'hui, on va parler d'un des mécanismes qui se cachent derrière ces envies de sucre, ces fringales incontrôlables. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente le stress et le trio infernal. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je m'appelle Balthazar, je suis hypnothérapeute, mais avant tout, je suis un ancien addict au sucre. Je connais très bien ce sentiment de perte de contrôle et de culpabilité après un craquage, parce que je l'ai moi-même connu. Et justement, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner à vous libérer durablement de ces addictions, comme je l'ai fait déjà avec des dizaines et des dizaines de personnes en accompagnement individuel. Alors si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation spécifique, vous pouvez réserver un diagnostic de 45 minutes avec moi au téléphone. C'est totalement gratuit et sans engagement. Et je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Alors le trio infernal, qu'est-ce que c'est ? Malheureusement, il ne va pas s'agir d'un trio musical ou d'un jeu de société. C'est en fait quand votre cerveau il va se mettre en alerte. Je vais vous expliquer ça. Déjà, quand on veut comprendre le lien entre stress et addiction au sucre, il faut bien comprendre le rôle de 3 protagonistes principaux. Les spécialistes, ils l'appellent l'axe HPA. Nous, on va simplement l'appeler le trio infernal, ça va être plus simple. Alors, premier protagoniste, ça va être l'hypothalamus qui joue un petit peu le rôle de détecteur. En fait, c'est une petite zone comme ça à la base du cerveau et qui une sorte de radar qui fonctionne H24, qui est en train de surveiller un petit peu ce qui se passe en dehors de vous et à l'intérieur de vous. Et dès qu'il détecte un potentiel danger, une potentielle menace, il va sonner l'alerte. Je vais le rappeler un petit peu plus tard, mais c'est important de noter que ça peut être une menace réelle ou une menace imaginaire. On va y revenir un petit peu après. Deuxième protagoniste, ça va être l'hypophyse, qui est une sorte de messager. L'hypophyse, elle est située juste en dessous de l'hypothalamus. Et quand elle va recevoir le signal de l'hypothalamus, le signal d'alerte, en fait, elle va envoyer une hormone, l'hormone ACTH, dans le sang pour prévenir en fait le reste du corps. Et enfin, le troisième protagoniste, ça va être les glandes surrénales, que vous connaissez peut-être déjà. Elles vont être un petit peu l'usine à hormones. Concrètement, à quoi ça ressemble ? C'est 2 espèces de petits chapeaux comme ça qui sont posés sur nos reins. Et elles, quand elles vont recevoir justement le signal de l'hypophyse, elles vont envoyer 2 hormones qui vont être l'adrénaline, que vous connaissez sans doute, et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Il faut bien comprendre que ces 3 protagonistes, l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales, ils fonctionnent de pair. C'est ça qu'on appelle l'axe HPA. Très concrètement, si on les met un petit peu en scène, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire un petit peu comme au théâtre, en 4 actes. Donc le premier acte, première étape, ça va être votre patron qui hausse le ton, vous repensez à vos dettes, ou alors vous avez un cycliste comme ça qui vous fonce dessus ou qui vous double par la droite parce que vous êtes parisien. Ça va être l'événement extérieur ou intérieur qui va alerter finalement l'hypothalamus, donc détecte qu'il y a quelque chose d'anormal qui est potentiellement dangereux et donc il va venir tirer la sonnette d'alarme en fait. Et comme on disait tout à l'heure, l'hypothalamus il peut être activé par des événements réels, style le cycliste qui vous fonce dessus, mais aussi par des événements imaginaires. Si vous pensez à quelque chose de stressant, imaginons que vous pensiez au fait que vous êtes en train de réciter un discours devant 1000 personnes par exemple, et que c'est un discours très très important, etc., qui a des implications très importantes, ça va être un signal en fait potentiellement dangereux qui va justement activer l'hypothalamus. En fait, le cerveau, lui, ne fait pas vraiment la différence entre des choses qui sont réelles, qui arrivent dans le monde physique, et des choses qui sont imaginaires, qui arrivent dans notre monde intérieur, en imagination. Troisième acte, l'hypophyse, il va recevoir en fait le signal de l'hypothalamus. Il va libérer cette hormone ACTH dans tout le corps. Si vous voulez, c'est un petit peu le messager qui a bien entendu qu'il y a une alarme qui a été lancée, qui vient en fait informer toutes les autres parties du corps. Et enfin, le quatrième et le dernier acte, c'est comme on disait, les surrénales, les glandes surrénales, qui vont libérer cette hormone du stress et puis de l'adrénaline en réponse à ce signal d'alerte en fait. Parce que là, la logique derrière, c'est que s'il y a un vrai danger, il faut que vous puissiez avoir ces hormones-là pour décamper, potentiellement courir, potentiellement mobiliser vos muscles pour faire face à ce potentiel danger. C'est une sorte d'instinct de survie. Pourquoi le cortisol ? C'est notre pire ennemi. On va expliquer un petit peu ça. Parce qu'en fait, le rôle du cortisol, c'est de mobiliser de l'énergie quand on en a potentiellement besoin. En fait, à l'époque, on devait chasser, cueillir des choses, on était en pleine nature comme ça, dans des environnements imprévisibles, de nombreux dangers
danger qui pouvaient comme ça subvenir. Évidemment, face à un animal sauvage, on avait un petit peu deux options, soit courir, soit potentiellement se battre, et dans tous les cas, c'était forcément dangereux. On avait besoin de mobiliser comme ça nos muscles pour pouvoir faire face à tout ça. Dans les deux cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se mobiliser comme ça, on a besoin d'énergie évidemment. Et la source d'énergie la plus rapide, la plus facilement mobilisable, c'est le sucre justement. En fait, le sucre, c'est un petit peu de l'énergie pure, en tout cas à court terme. Donc là, vous allez me dire, ça a l'air plutôt sympa tout ça, je vois pas vraiment le problème pour l'instant. En fait, le problème, il est juste après. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que vous recevez du coup ce cortisol qui est libéré par les surrénales, et le cortisol, il va venir demander à votre foie de libérer du sucre dans le sang pour pouvoir faire face à ce potentiel danger. Une fois que le sucre il va être dans le sang, il va se diriger vers les muscles pour pouvoir vous permettre en fait de courir très rapidement ou de vous battre. Le gros problème, c'est que à notre époque moderne, on n'a pas forcément besoin de courir à chaque chose stressante. Imaginez que vous recevez un mail demain de votre banque qui vous dit que vous êtes en découvert de 10 000 € par exemple, ça va probablement vous stresser. Ou si par exemple vous imaginez quelque chose qui ne nécessite pas que vous ayez à courir mais qui est stressant quand même, ce qui va se passer dans tous les cas en fait, c'est que le sucre il va rester dans votre sang. Il va pas être utilisé par les muscles pour se battre ou pour courir. Et vu que ce sucre il n'est pas brûlé par les muscles, il va être dégagé, il va être nettoyé par ce qu'on appelle l'insuline. Alors, il faut imaginer que l'insuline, elle vient justement faire le ménage dans le sang parce qu'elle voit que après tout, il y a plein de sucre qui reste dans le sang comme ça qui n'est pas utilisé. Donc l'insuline, elle va monter pour dégager tout ce sucre excédentaire, et à ce moment-là, votre niveau de sucre dans le sang, il va drastiquement chuter, et vous allez probablement avoir ce qu'on appelle de l'hypoglycémie réactionnelle. En fait, concrètement, vous avez un pic de glycémie comme ça, suivi d'un crash. Et c'est au moment de ce crash, justement, que vous allez avoir cette sensation de faim. Mais ce n'est pas encore fini, c'est maintenant que les problèmes ils vont commencer à arriver. En fait, votre cerveau, il voit que le sucre, finalement, il a drastiquement chuté. Logique, parce que on a l'insuline qui a tout enlevé. Pourtant, vous êtes toujours stressé. Le stress, lui, est toujours là parce que vous continuez à ruminer sur ce mail que vous avez reçu ou sur des problèmes personnels X ou Y. Vous avez des inquiétudes comme ça qui vous tournent en boucle dans l'esprit. Et là, votre cerveau, il sait pas forcément quoi faire. Il panique en fait. En fait, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est que vu qu'il y a du stress, lui, il va passer une nouvelle commande de sucre rapide pour y faire face. Et c'est très concrètement comme ça que vers 16h par exemple, 17h par exemple, vous allez avoir cette envie de sucre irrépressible parce que vous avez stressé par exemple toute la journée ou après un événement stressant, vous allez avoir cette envie de sucre qui va vous prendre d'un coup et vous n'allez pas comprendre vraiment le pourquoi du comment. Quand même un truc intéressant à noter, c'est que le sucre consommé fait réellement baisser le cortisol dans le corps. C'est pas seulement psychologique, c'est vraiment physiologique, c'est vraiment biologique, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On pourrait un petit peu comparer le cortisol finalement à un enfant qui appelle sa mère comme ça, qui l'appelle, et la mère finalement finit par répondre oui, parce qu'elle est un petit peu agacée, et à lui donner finalement cette dose de sucre qu'il ne fait que de demander. C'est un petit peu cette analogie-là qui explique qu'on va avoir ces envies de sucre à répétition en fait. En fait, en temps normal, une fois le stress passé, cette boucle-là, ce trio infernal, il se désactive très naturellement puisque le danger est passé. On n'a plus besoin d'envoyer du cortisol, donc on n'a plus besoin de sucre. Pour reprendre l'image de juste avant avec le bébé ou le jeune enfant, c'est le moment où justement il arrête de crier. J'attire votre attention quand même sur un truc, c'est que le stress n'est pas mauvais en soi. Et même au contraire, en fait, dans des situations qui nécessitent vraiment qu'on puisse décamper, des situations de danger potentiel, c'est un allié précieux en vérité. Le vrai problème dans l'histoire, et ce qui nous ennuie nous, en fait, c'est la répétition. Heure après heure, jour après jour, année après année, ce stress à répétition un petit peu tout le temps, il a des conséquences vraiment très 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 mauvaises. C'est ce qu'on appelle le stress chronique, et c'est un petit peu quand le bouton off en fait de cette boucle-là, de l'axe HPA, de ce trio infernal, il est cassé en fait. Et à ce moment-là, le stress chronique, c'est comme si l'enfant, le bébé, il criait en permanence. C'est un petit peu infernal en fait. Concrètement, l'axe HPA, dont on a parlé pendant la vidéo, il reste activé en permanence. C'est comme si vous étiez H24 en état de surveillance maximale. Ça épuise non seulement votre cerveau, mais ça épuise aussi vos glandes surrénales. Et ça rend évidemment cette gestion des envies de sucre, et c'est même ces gestions émotionnelles, très chaotiques, très compliquées en fait.
Et la très mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que des pics de cortisol comme ça, réguliers, chroniques, ça dérègle la bonne gestion de l'insuline. Et ça peut parfois, éventuellement, mener à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est un petit peu la case juste avant le diabète. Donc là, vous comprenez maintenant pourquoi le stress, c'est un petit peu notre pire ennemi, notamment le stress chronique, vis-à-vis de l'addiction au sucre. Ce qui est un petit peu problématique, c'est que face au trio infernal dont on vient de parler, la plupart des approches thérapeutiques, même la plupart des approches en fait, elles s'attaquent au mauvais étage. Vous allez par exemple prendre des bonnes résolutions qui vont agir vraiment juste au niveau conscient. Là vous avez justement votre raison qui essaie de tenir bon face à ces envies de sucre. Et c'est justement pour ça que ça échoue souvent. Parce que l'automatisme stress-sucre, il se joue pas du tout au niveau conscient, il se joue pas au niveau raisonnable. Tous les mécanismes évidemment qu'on vient de voir, ils se jouent à un niveau beaucoup plus inconscient, beaucoup plus profond. Dans les circuits limbiques sous-corticaux du cerveau. Ça vous n'êtes pas obligé de retenir, mais en gros c'est là où la volonté finalement elle n'a pas vraiment accès. Vous pouvez vous dire autant de fois que vous voulez que vous n'allez pas faire ça, que vous n'allez pas faire ci, finalement ça n'a pas vraiment d'impact. C'est à ce moment-là que vous vous dites, finalement je manque de volonté, qu'est-ce qui se passe, j'y arrive pas, malgré mes bonnes résolutions, ma bonne volonté, c'est des échecs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une faute de caractère, c'est pas un manque de caractère, c'est vraiment une question de biologie, de neurologie. Et justement, l'hypnose thérapeutique, c'est bien un des rares, voire un des seuls outils qui accèdent à ces niveaux plus profonds du cerveau, qui vous aident à justement délier tous ces automatismes, tous ces fonctionnements du cerveau qui vous posent problème. Concrètement, on va induire un état modifié de conscience, donc là c'est pas de la magie, c'est pas magique, ça se mesure vraiment au niveau neurologique. On parlera un petit peu du rôle de l'hypnose plus précisément dans la transformation, dans le changement, mais en gros elle vient réduire l'activité des zones cérébrales qui sont responsables de la résistance au changement, et au contraire elle va augmenter temporairement ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En gros, c'est la capacité de votre cerveau à se régénérer, à changer et à évoluer. Très concrètement, vous allez avoir un cerveau qui va être boosté et qui va répondre plus rapidement à des suggestions de changement et à des évolutions positives. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va pouvoir être en capacité de pouvoir modifier ces associations entre stress et sucre, parce que tout ça, c'est une histoire de réflexe, une histoire de conditionnement, et on peut, sous hypnose, justement, se permettre de faire évoluer tout ça et de changer tout ça profondément. On vient aussi installer de nouveaux réflexes de régulation émotionnelle. On va pouvoir venir aussi réduire la charge émotionnelle qui provoque ces consommations de sucre. Ça peut être le soir devant la télé, ça peut être en rentrant du travail, ça peut être en fait à n'importe quel moment, et ça évidemment ça dépend de vous et de vous seulement. Parce que évidemment chaque personne est différente. Je demande jamais à mes clients et clientes de résister davantage. En hypnose, justement, on va venir agir sur la source du problème, si j'ose dire, c'est-à-dire la source de la résistance. Ce qu'il y a en dessous de la résistance, finalement. En un mot, on va venir agir sur toute la zone inconsciente du cerveau qui représente évidemment l'énorme majorité du cerveau et qui contrôle la plupart des réflexes, des automatismes et des addictions, notamment les addictions au sucre. Alors maintenant, la prochaine étape, vous demandez peut-être si vous êtes hypnotisable, etc. On pourra reparler un petit peu de tout ça justement plus tard, parce qu'effectivement tout le monde est hypnotisable. Moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est d'en parler au téléphone, très simplement. Parce que ce qui est observable, évidemment, c'est que chaque personne est différente et chaque personne a besoin de choses différentes, un accompagnement un petit peu différent potentiellement. Lors de cet appel, nous, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps faire un petit peu le point sur votre situation, voir un petit peu, vous, ce que vous avez envie de faire avec votre addiction au sucre. Concrètement, est-ce que vous avez envie d'arrêter totalement le sucre? Est-ce que vous avez envie d'arrêter totalement les grignotages? Est-ce que vous avez simplement envie de diminuer, etc. Voilà, ça, c'est au cas par cas. Dans un second temps, on va voir si mon accompagnement, c'est quelque chose qui peut vous convenir potentiellement ou pas. Et là, évidemment, si moi je juge que par rapport à ce que vous m'avez dit, moi mon accompagnement il n'est pas forcément adapté à votre besoin, je vous orienterai potentiellement vers une autre solution qui me semble plus adaptée pour vous. Après, dans un troisième temps, si vous avez des questions, et vous allez sans doute en avoir, moi je vais répondre à toutes vos questions. Puis à l'issue de tout ça, s'il y a un bon fit, on pourra justement programmer la toute première séance ensemble et valider cet accompagnement ensemble. Mais voilà, il n'y a aucun engagement de votre part, il n'y a aucune obligation. En tout cas, pour réserver votre petit créneau téléphonique gratuit avec moi, le lien il est toujours en description. Vous pouvez cliquer sur ce lien et puis réserver gratuitement cet appel. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis on se dit à la prochaine.